assez bizarre, mais aujourd'hui, c'est comme une thérapie pour moi. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. Quand j'ai commencé YouTube, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurais fait cette vidéo aujourd'hui. Le plus beau jour de ma vie. Quel a été le plus beau jour de ma vie? Et je vais vous le dire. Vous allez trouver que ce jour-là, c'est un peu bizarre. Comment elle peut dire ça? Mais pour moi, ça a été un jour de joie, un jour de paix, un jour de beaucoup d'émotions, mais surtout une joie et une paix et un soulagement en fait. On en parle dans cette vidéo et donc c'est parti. Let's go. Tout a commencé, c'était un après-midi comme ça et ma mère se plaignait qu'elle avait une ampoule sur la langue qui la dérangeait. Et donc, elle a commencé à prendre des antibiotiques, d'abord pour guérir à l'intérieur, et puis aussi des calmants. Ma mère, c'est quelqu'un qui connaissait tout en médicaments. Tout! Nous, ces enfants, on l'appelait docteur parce qu'elle connaissait tout. Tu es malade, tu lui expliques comment tu te sens et maman va te soigner. Ma mère, c'est quelqu'un en fait. Voilà. Au fil du temps, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas. L'ampoule ne faisait que lui faire un peu plus mal. Donc, elle est partie dans les cabinets dentaires, là, dans les cabinets spécialisés dans les dents. Et là, on l'a envoyée dans un hôpital parce qu'eux-mêmes aussi, ils ne savaient pas trop quoi. On ne faisait que lui donner des ordonnances, des médicaments qu'elle prenait et ça n'allait pas. Donc c'est comme ça que dans les cabinets, là, on l'a envoyé maintenant dans les grands hôpitaux là, faire des examens approfondis. J'essaie d'aller un peu, de sauter beaucoup des étapes, sinon la vidéo va être très longue. Donc arrivé dans les hôpitaux là, on a commencé à le prélever. Donc vu qu'elle avait mal sur la langue, donc on lui prélevait au niveau d'ici là, pour voir c'est quel problème en fait. Donc on l'a prélevé, quand je dis prélever, c'est faire des petites opérations. Donc voilà, on prenait un peu de chair pour bien examiner qu'est-ce qui ne va pas dans la bouche. Et tout a commencé comme ça. Et ces opérations-là, lui, faisaient très mal. Je pense qu'elle en a fait 2. Je me rappelle que j'étais partie prendre ses résultats de sa dernière biopsie, voilà, de son dernier examen qu'on avait prélevé là. Et je me disais, Seigneur, là, il faut quand même qu'on sache ce qui ne va pas en fait. Parce que là, ça fait déjà près de 3 mois qu'elle est comme ça. On dit, on ne sait pas ce qu'il y a en fait. Donc, quand je suis partie prendre le résultat de la dernière biopsie, là où on l'avait prélevé, j'ai ouvert et j'ai demandé aussi au médecin qui m'explique. Il m'a dit non, c'est un virus qu'elle a sur la langue. Il faut seulement qu'elle prenne bien les traitements là. Je me rappelle ce jour-là, j'ai appelé ma grande sœur et je lui ai dit, Miss, c'est pas un cancer parce que nous on croyait que c'était un cancer mais on ne savait même pas trop. Et là je lui ai dit non, Miss, c'est pas un cancer, c'est un virus. Le docteur m'a dit que c'est un virus. Et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'on avait déjà tellement la pression au niveau de la santé de maman qu'on ne savait pas ce que c'était en fait. Et là, quand je lui ai dit que c'est un virus, on s'est mis à pleurer. Nous deux, on était en joie que ça ne soit pas un cancer en fait. On était en joie, j'étais contente. Je dis, ah Seigneur, on va combattre ça en fait. Je suis allée, j'ai montré les résultats à ma mère. Et on a encore pris les médicaments qu'on nous avait donnés dans l'ordonnance. Et ça n'allait toujours pas. Et au bout d'un moment, elle a dit stop parce qu'elle était seulement à la maison et elle voulait qu'on l'hospitalise. Elle voulait qu'on suive sa maladie vraiment. Donc, une semaine avant son hospitalisation, elle est partie à l'hôpital et puis elle a dit à son médecin qui lui suivait, qu'il avait fait les 2 biopsies là, que docteur, si c'est un cancer, dites-moi. Ou bien si c'est même pas ça, mais peut-être que c'est ça, faut que j'aille à l'hôpital d'Ongonje le plus rapidement possible pour me faire hospitaliser pour qu'on soigne vite la maladie. Et le docteur a fait une lettre à l'hôpital d'Ongonje parce que c'est un hôpital qui est spécialisé dans les cancers. Donc on ne part pas juste comme ça en fait. Il faut l'accord de ton médecin qui te suit et voilà. Donc une semaine, on avait déjà mis l'accord et
on commençait à se préparer pour son hospitalisation. Je me rappelle que maman ne mangeait plus la nourriture solide en fait, genre comme le manioc, la banane, parce que la maladie était sur la langue, donc elle buvait que les soupes. Et je me rappelle, je lui faisais les soupes de poisson, les soupes de nouilles. Elle aimait beaucoup ça, les nouilles, parce que ça gonflait le ventre et elle disait qu'elle elle se sent pleine. Et je me rappelle, une fois, euh, elle avait mangé le niemboué. Et je l'avais trouvée à la cuisine en train de manger le niemboué avec la banane pilée. Et je lui avais dit, maman, tu arrives à manger. Et puis elle m'a dit, quand tu veux vivre, hein, elle m'a dit, quand tu veux vivre, hein, tu es obligé de tout faire. Et là, on s'est éclaté de rire. J'ai dit, ah maman, je lui ai dit, ah maman, là, toi, vraiment. Et j'ai senti qu'elle voulait vraiment vivre, qu'elle voulait vraiment se battre, en fait, contre cette maladie-là. Mais bon, après, on est allé à l'hôpital d'Ongonje, voilà, pour son hospitalisation. Elle a fait deux hospitalisations. À la première hospitalisation, tout s'est bien passé. Avant de faire la chimiothérapie, il fallait d'abord qu'on la requinque bien, il fallait d'abord qu'elle soit assez forte parce que la chimio, c'est quelque chose de très fort. Et quand ma mère est tombée malade, j'ai eu très peur. D'abord parce qu'elle suivait un traitement depuis des années. Elle avait le diabète. Et je me disais, mais comment on va faire pour lui donner toujours ces médicaments tandis qu'elle est malade en fait. Et les comprimés, il y a que... Elle prenait ses comprimés. Certes, il y a l'insuline, il y a l'insuline, mais il y a aussi des médicaments qu'on prend par voie orale. Et j'étais vraiment embêtée. Je me demandais, mais comment on va faire en fait? On va faire comment? Dans la première hospitalisation, c'est quand même bien passé. Maman a fait sa première chimiothérapie, ça s'est bien passé, elle a supporté parce que la chimio, ouf, ça on voit. Et je me rappelle pendant cette période d'hospitalisation là, j'étais beaucoup sur les nerfs. J'étais beaucoup sur les nerfs, j'étais vraiment tendue, mais pas trop, pas trop. J'étais très anxieuse, mais pas trop, voilà. Après sa première chimiothérapie, nous sommes sortis 3 jours plus tard. Et en sortant de l'hôpital, c'est mon beau-frère qui était venu nous prendre. Il faut savoir qu'on faisait les navettes. J'avais 2 grandes sœurs et moi. Donc, on faisait les navettes. Moi, je venais du matin jusqu'au soir. Et mes sœurs venaient me remplacer du soir jusqu'au matin. Voilà. Donc, quand on est monté dans la voiture pour rentrer à la maison, après sa première hospitalisation, elle était devant et on roulait. Et puis, j'ai senti dans son regard quelque chose qui m'a parlé en fait. En fait, je lui ai demandé, maman, ça va? Elle m'a dit, oui, oui, ça va. Mais j'ai senti qu'elle avait le regard un peu effacé. Qu'elle était fatiguée aussi d'être hospitalisée parce qu'on avait quand même fait près de 1 mois à l'hôpital. Je sentais qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait rentrer aussi chez elle. J'ai aussi senti quelque chose d'effacé dans son regard, quelque chose... Mais bon, arrivé à la maison, on a continué à suivre les traitements et tout, mais sa santé s'est encore beaucoup fragilisée, plus que la première même. Donc, on est encore reparti peut-être 1 mois plus tard pour sa deuxième chimiothérapie, mais là, on ne pouvait pas la faire la deuxième chimiothérapie. Il fallait d'abord qu'elle se requinque. Et c'est la dernière hospitalisation là a vraiment été pour moi la chute en fait. Je ne vais pas pleurer dans cette vidéo parce que je pense que j'ai assez pleuré. Voilà, je ne vais pas pleurer, mais cette dernière hospitalisation a vraiment été le déclic en fait. Et à la dernière hospitalisation, c'est vraiment là où ça n'allait pas. Parce qu'on voulait vraiment qu'elle fasse sa deuxième chimiothérapie. Mais elle était tellement faible qu'il fallait d'abord qu'on la requinque. Donc on lui donnait beaucoup de médicaments, les perfusions et tout et tout. Tellement elle n'arrivait même plus à boire les soupes qu'on était obligé de lui faire une opération dans le ventre et on avait inséré un tuyau pour faire passer la nourriture en fait, genre les nutriments et tout et tout. Et par ce tuyau là, moi je profitais pour écraser genre ces médicaments qu'elle n'arrivait pas à prendre. Donc je mettais ça dans un peu d'eau et puis je mettais dans le
tuyau, il fallait faire très, très attention aussi pour que l'air ne rentre pas dans le tuyau, pour que ça gonfle pas le ventre et tout et tout. Et pendant cette époque-là, j'étais très nerveuse, très impolie, je parlais mal à tout le monde. Je voulais tellement qu'elle vive, qu'elle se donne que parfois même à elle-même je parlais mal. Je lui disais non maman, fais comme ça, fais comme ci, mais pourquoi tu... C'est aujourd'hui maintenant que je me rends compte que je parlais très mal, mais j'étais très nerveuse, j'étais beaucoup sur les nerfs, je faisais tout pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle se batte. Et je me rappelle à un moment donné, quand ça n'allait vraiment pas, il fallait maintenant, voilà, c'était moi le bébé à une époque de ma vie, mais là maintenant c'était elle le bébé, donc je faisais maintenant tout pour elle. Je pense que vous avez compris, je faisais maintenant tout pour elle. Et à un moment donné, je l'ai regardée et j'ai vu comment elle m'écrissait et je me suis posé la question que est-ce que au-delà de tout ce qu'on fait, est-ce qu'elle sera encore comme avant en fait? J'ai pensé à ça. Et le jour le plus difficile de toute cette histoire-là, c'est que 3 jours avant son départ, je me rappelle que je lui faisais les pansements là où on avait fait la biopsie là parce que ça n'allait pas, elle ne cicatrisait pas bien. Donc elle avait très mal, elle bougeait beaucoup par ici. Et un après-midi, je la nettoyais et elle me touchait pour me dire qu'elle avait très, très mal là. Et elle a ouvert la bouche genre pour me dire. Et quand elle a ouvert la bouche, j'ai vu son regard. Et elle était tellement mal, elle avait tellement mal en fait, que j'ai d'abord laissé ce que je faisais, je suis sortie. Je suis allée devant la porte de sa chambre. Makaya ne pleure pas, ne pleure vraiment même pas, ne pleure même pas. Je suis allée devant la porte et je me suis mise à pleurer. Je vous assure que c'est ce jour-là que j'ai su que ma mère allait partir. Je me suis mise à pleurer, j'avais très 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 peur, j'avais très peur. Et son médecin qui la suivait est venu et puis il m'a dit non mais c'est quoi, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit docteur, je sens que ça va pas aller. Et là il m'a dit non ça va aller, il faut d'abord qu'on la requinque bien, après elle va faire sa deuxième chimio, après ça va bien aller, mais j'ai compris que ça n'allait pas aller du tout. Et ce jour-là, mes soeurs sont venues me remplacer, je suis partie à la maison. Mais pendant tout le trajet, je ne faisais qu'à penser. Et je me suis retrouvée avec mon amie quelque part et je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit, je veux qu'on reparte à l'hôpital. C'était la seule fois où je faisais du matin jusqu'au soir. Normalement, quand je fais du matin jusqu'au soir, je reviens que le lendemain. Mais ce jour-là, j'ai fait du matin jusqu'au soir. Je suis encore repartie le même soir à l'hôpital. Il faut savoir que Ongonji, c'est très, 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 très loin. J'ai dit à mon ami, accompagne-moi. Je suis repartie. C'est comme si ce jour-là, elle voulait me dire, viens maman, viens me dire bye bye en fait. Viens dire bye bye au corps physique là, auquel tu as été habitué toute ta vie. Parce que pour moi, les morts ne sont pas morts. Parce que pour moi, ma mère, même si elle n'est plus là, mais elle continue d'être là. Donc pour moi, elle m'a appelé pour me dire que viens dire au revoir à ce corps-là en fait, que tu as vu toute ta vie, mais qui va partir. Et je suis repartie à l'hôpital, j'étais là. Après, les vigiles sont venus nous faire sortir et tout et tout. Oh là là, ce jour-là, c'était le plus pénible de toute ma vie. Je pense que c'est ce jour-là où moi j'ai fait mon deuil en fait. La dernière hospitalisation de ma mère et ce jour-là précis, j'ai fait mon deuil parce que j'étais tellement mal. J'avais tellement mal. Je me rappelle, j'ai même fait un jeûne. J'avais même fait un jeûne. Mais à un moment donné, même quand tu jeûnes, pour que Dieu ne fasse pas partir quelqu'un dans ta vie, Dieu sait ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Le jour où ma mère est partie, c'était un vendredi, je me rappelle très bien. Je n'ai pas eu d'indice au trajet parce que c'était un matin. Donc, quand je m'en vais à l'hôpital pour faire la rotation, je trouve une de mes grandes sœurs et elle me dit, bah, moi je vais au travail, mais
avant, on va d'abord laver maman et puis lui donner tous ses médicaments et ensuite je vais te laisser, bon, comme d'habitude en fait. Et on a commencé à la nettoyer, mais je me suis rendu compte qu'elle ne bougeait pas beaucoup. Bon, elle bougeait encore, mais elle ne bougeait pas beaucoup. Et à un moment donné, elle ne bougeait plus. Et là, je faisais que toucher sa poitrine en fait pour voir si son cœur bat, mais j'arrivais pas à trop sentir. Mais je sais juste qu'elle ne bougeait pas beaucoup. Et là, ma soeur est sortie. Elle m'a dit, je vais appeler d'abord le médecin. Et je touchais son corps. Elle était très chaude. Je me dis, non, elle ne veut pas être chaude et être partie en fait. Mais elle ne bougeait pas. Et quand le médecin est venu, il a regardé. Et quand il est ressorti, je me suis agenouillée et je me suis mise à pleurer, à crier. Sachant qu'il y avait d'autres malades, je me suis mise à crier. J'ai dit, Seigneur, maman, tu peux pas me faire ça. Je suis la Benjamine, dernière douleur. C'est impossible. Je ne connais pas la vie sans toi. La vie sans toi, ça n'existe pas. Je me suis mise à pleurer pendant au moins 5 minutes. Je n'ai pas pleuré plus parce qu'il y avait d'autres malades. Mais à l'instant, je ne pensais même pas aux autres malades. Je pensais qu'à cette situation-là, j'étais devenue orpheline de père et de mère. Et il y a quelque chose qui m'a fait arrêter de pleurer. Ça a été... quand j'ai tourné la tête, j'ai vu son traitement qu'elle prenait depuis des années concernant son diabète. Et je me rappelle comment elle en avait marre d'en prendre, comment elle était dépassée d'en prendre aussi. Parfois, elle sautait même les jours. Et quand j'ai vu ce médicament-là, oh putain, ça a été la joie. Et je lui ai dit, maman, ça y est, c'est fini. Désolée. Je lui ai dit, maman, ça y est, c'est fini. Tu as gagné, c'est fini. Plus jamais tu vas prendre ça. Mais ça m'a très fait mal du fait de savoir qu'il y a des médicaments qui ne sont pris qu'en comprimé. Comme les médicaments, parfois du diabète, parfois du VIH qui ne sont qu'en comprimé. Il faudrait que la médecine revoie ça parce qu'il y a des malades, non pas seulement qui ont des cancers au niveau de la bouche, mais il y a des malades qui sont vraiment malades et quand la personne est malade, la personne n'arrive même plus à parler, même à avaler quoi que ce soit. Donc pour moi, j'ai été choquée que des médicaments aussi lourds pour des patients ne soient qu'en comprimé. Faudrait que la médecine revoie ça, si on peut mettre même ces médicaments-là même aussi sous perfusion. Non mais vraiment faites-le parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. Il y a des malades et des malades, c'est pas juste en comprimé qu'on doit donner certains traitements. Et c'est à cause de cette boîte-là que je me suis arrêtée de pleurer. Vraiment, 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 vraiment. Et quelque chose aussi qui m'a beaucoup plus fait accepter le départ de ma mère, c'est que je me rappelle peut-être 2 jours avant son départ, j'avais fait part à ma grande sœur que ma mère, ça n'allait pas. Et puis, elle m'avait aidée. Elle avait fait des prières qu'elle m'avait envoyées. Et je lisais ça chaque soir. Et ces prières-là disaient, Seigneur, je te remercie parce que tu vas mettre fin à la souffrance que vit ma mère. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui, ma mère ne souffre plus. C'était des longues prières que je faisais chaque soir. C'était très dur de les faire, mais je me sentais bien parce que j'avais comme l'impression qu'elle ne souffrait plus. Et quand elle est partie devant moi, je repensais à ces prières-là que je faisais et j'ai dit, mais quoi de plus merveilleux? Quoi de plus merveilleux? J'ai repensé à la souffrance qu'elle vivait pendant le début jusqu'à là maintenant, comment c'était pénible pour elle.
j'ai repensé à comment elle s'est battue pour vivre. Je pense qu'elle s'est vraiment battue même pour être avec, pour nous, pour être toujours avec ses enfants. Mais à un moment donné, elle a lâché prise parce qu'elle s'est dit, bah, il n'y a plus de bébés là. On est tous grands, voilà, il n'y a plus de Benjamin. La Benjamin est devenue une femme et tout et tout. Donc, voilà. Et elle est partie. Elle est partie, mais elle est toujours là. Voilà, c'est ma mère. En tout cas, la connaissance, elle ne peut même pas partir. Elle a tellement un fort caractère qu'elle ne peut même pas partir. Elle est là. Elle est toujours là, je vous assure. Ah, maman, non. Je vous assure, cette femme-là, il fallait la connaître. Il fallait la connaître, quoi. C'est une boule d'énergie positive, un caractère de ouf, de malade. Mais cette femme-là, il fallait vraiment la connaître. Et voilà, ça me fait ça. Et après, elle est partie. Mais je remercie toujours maman parce qu'elle a attendu. Je pense qu'elle est partie vers 11h. Et je venais toujours à l'hôpital au minimum à 8h. Ce jour-là, je suis venue à 8h et elle est partie à 11h. Elle a vraiment attendu que je sois là. Parce que si on m'avait appelé pour me dire, Eve, maman, voilà, est partie, je pense que j'aurais été encore plus mal en fait. Mais voilà, ça a été beaucoup plus... j'ai vraiment accepté le départ de ma mère. Et après le deuil s'est passé, il y a eu l'enterrement et tout et tout. Mais quelque chose de très 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 fort, j'avais très peur des premiers jours sans la voir. Ça a été très dur. Ça a été très 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 dur. Vraiment, ça a été pour moi... J'avais très peur de ça. Que genre, comment je vais faire le premier jour sans voir maman. Comment je vais rentrer dans sa chambre sans la voir. Sans encore dire maman, quoi. Comment je vais vivre dans la maison sans maman, sans la voir. Ça a été... En fait, j'ai eu très peur de ça. Et je me rappelle, le vendredi, quand elle est morte, le même soir, j'ai fait un songe parce qu'il y avait déjà mais le deuil à la maison, les nattes et tout, la famille et tout et tout. Et le même jour, j'ai fait un rêve et on était dans sa chambre. Elle était en blanc, en robe de mariée, je pense, mais elle était vraiment en blanc. Et je lui ai dit, je suis rentrée, je savais qu'elle était déjà morte et je lui ai dit, maman, mais comment toi aussi tu peux mourir? Tu me laisses. Je vais faire comment? Je vais vivre comment, maman? Moi. Et puis elle m'a regardé, genre, mais celle-là parle de quoi c'est? Et elle m'a dit, donc c'est à cause de toi que je ne vais pas aller retrouver mon mari. Le goût de ça! Oh Jésus! Oh maman, non! Je vous assure, j'ai fait ce rêve-là. Et... Oh putain! Waouh! C'est vraiment le premier rêve que j'ai fait. Et par la suite, après l'enterrement et tout, je me lamentais beaucoup parce que de son vivant, on s'entendait et on s'entendait pas trop parce que je suis quelqu'un de très capricieux, j'ai mon caractère, je suis un peu bizarre. Je suis pas très facile à vivre aussi. Peut-être parce que je suis jumelle. Chez nous, on appelle ça l'ivasa. Et donc, j'ai un fort caractère. Je suis un peu bizarre. Bon, pas bizarre, mais j'ai mon caractère en fait. Et ma mère, c'est quelqu'un, dans sa maison, tu vas pas venir faire des choses de bas. C'est ton caractère, hein, tu te plies et tout et tout. Donc, des fois, on s'entendait pas trop. Et ce qui fait que même à l'hôpital, parfois, quand je voulais vraiment qu'elle se batte et tout, donc je parlais un peu fort. Non, maman, toi aussi, fais comme ça, fais comme ça. Et donc, du coup, je me lamentais beaucoup après son départ. Et je lui disais, maman, mais est-ce que tu m'as pardonné de ton vivant, comment j'étais, du fait qu'on ne se parlait pas, du fait qu'on se parlait, du fait que même à l'hôpital, je ne te parlais même pas bien, maman. Est-ce que tu m'as pardonné? Et je me rappelle de ce jour-là, j'avais pleuré. J'avais vraiment pleuré. J'étais très triste. Et ensuite, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Elle était sur le lit avec moi et on mangeait les arachides. Et je lui ai dit, maman, maman, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait de ton vivant lorsqu'on ne s'entendait pas, lorsqu'on était à l'hôpital. Maman, pardonne-moi. Mais je voulais tellement que tu vives, je voulais tellement que tu sois toujours là. Elle m'a dit, mais t'es pardonné que tu m'as même fait quoi? Tu ne m'as rien fait. Tu m'as rien fait. Je dis, si, maman, je t'ai fait, maman, rappelle-toi bien. Elle me dit, pardon, mange les arachides.
et on a continué à manger les arachides. Et quand je me suis réveillée, je me rappelle, j'ai appelé ma soeur par WhatsApp et je lui ai raconté mes rêves. Et ma soeur m'a dit, oui, c'est comme ça, il faut laisser maman aller se reposer parce que plus tu penses, voilà, plus elle aussi là-bas, elle n'est pas bien. Et ça m'a fait vraiment plaisir en fait. Et je me suis rendormie. J'ai encore fait le même rêve et j'ai encore vu maman sur le lit en train de manger les arachides. Et je lui ai encore dit, maman, pardon, tu sais que tu m'as pardonné. Et là, elle m'a dit, regarde, toi là, je ne sais pas quel problème tu as avec moi, mais mange les arachides, mange. Et voilà quoi. Voilà. Si je fais cette vidéo là, c'est parce que ça fait environ une semaine. Je rêve beaucoup d'elle. Je rêve beaucoup d'elle. Ça fait 1 an qu'elle est partie, mais il y a une semaine, j'ai fait vraiment des rêves et elle est là. Et je sais pas, mais je rêve beaucoup d'elle. Et puis quand je me réveille, c'est bizarre. Quand je me réveille, c'est comme si je venais d'apprendre qu'elle est à peine partie. Donc, j'ai beaucoup mal au cœur. Parfois, je me réveille et je suis déjà de mauvaise humeur. Je me réveille et j'ai mal au cœur, comme si on vient à peine de m'annoncer que maman est partie. Et après, ça redescend, je sais pas pourquoi, mais bon. Il me faut du temps. J'ai plus accepté le départ de mon père, peut-être parce que ma mère était là. Et ma mère acceptait son départ. Ouh là 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 là, c'est tellement... c'est pas dur parce que je sais qu'elle est bien là où elle est. C'est pas dur, mais c'est l'absence de voir son corps, sa voix, tout son être en fait. C'est cette absence-là qui me manque beaucoup. Voilà, c'est vraiment ça. J'aurais pas imaginé j'aurais pas imaginé faire une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube parce que quand j'ai commencé ma chaîne, est-ce que mon père vivait encore? Je pense pas, non, je pense pas. Et ma mère était encore là. Et là, elle n'est plus là. J'aurais jamais imaginé être capable de vivre sans la voir en fait. Parce que pour moi, les morts ne sont pas morts et elle est toujours là. Mais c'est quand même fort que parfois tu te dis ça, je peux pas faire. Mais parfois, tu n'as pas d'autre choix. Parce que la vie ne te donne pas d'autre choix. Et ce que tu dis que tu ne peux pas faire, bah, tu le fais. Moi, j'étais incapable de passer une semaine ou même voir un jour sans voir ma mère, sans parler à ma mère, même si on ne s'entendait pas. Mais au moins, je sais que maman est là, voilà quoi. Et voilà, c'est le temps qui va vous aider. C'est le temps qui nous aide, nous les orphelins de père et de mère. Voilà, et voilà, ça a été une belle vidéo. Je trouve, je me suis plutôt bien sortie et c'est tout. Donc voilà, la famille, c'était une vidéo, une sorte de thérapie. Ça me fait beaucoup de bien d'en parler, vraiment, 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 vraiment. Et dites à vos proches à quel point vous les aimez, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, je ne sais pas. On connaît hier parce que ça existait, on connaît aujourd'hui parce que c'est le présent, parce qu'on vit l'action, mais on ne connaît pas demain. Personne ne connaît demain. Donc, dites à vos proches, à vos amis, à vos parents, à quel point vous les aimez. Parce que demain ne nous appartient pas. Hier, oui, mais hier, c'est déjà terminé. Aujourd'hui encore, parce que c'est l'action présent. Mais demain, qui connaît? Soyez vous-même, car les autres sont déjà pris. Bisous.